l'émission matinale une partie politique et le premier invité en l'occurrence de cette partie politique, donc c'est Stéphane Baudet. Salut Mickaël. Donc Stéphane Baudet, vous êtes maire de Courcouronnes et président depuis le 27 octobre dernier donc de l'association des maires d'Île-de-France. On va en parler donc dans quelques instants, bien évidemment. On vous reçoit puisque vous le savez certainement si vous nous suivez, donc tous les samedis midi, on propose le rendez-vous politique et on ne vous avait pas reçu jusqu'à présent. Le jeu aussi de l'alternance et puis aussi des agendas qui sont chargés. Mais néanmoins, on tenait aussi à vous remercier. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous inviter, puisque lors de notre période, on va dire, de off, vous nous aviez proposé, notamment le jour de l'élection municipale, le 23 mars dernier, donc de nous accueillir. Donc on avait fait une émission donc depuis la mairie de Courcouronnes. Donc l'occasion est donnée de vous en remercier. Et puis votre actualité justifie bien évidemment aussi notre invitation. Peut-être juste dire qu'il est normal qu'on essaye de vous aider. On a quand même un véritable problème avec les médias locaux depuis pas mal d'années. La disparition de Téléson en est un signe fort. Et donc, si nous, les élus, nous accueillons pas des structures comme les vôtres, je veux dire une web TV, radio, qui fonctionne qu'avec des bénévoles, souvent grâce à vous d'ailleurs, à titre personnel, si on vous donne pas un petit coup de main, la presse locale n'a pas de beau jour devant elle. Donc, c'est la moindre des choses. On essaye à notre modeste niveau. Donc, je vous le disais, donc dans votre actualité, vous êtes depuis le 27 octobre dernier, donc président de l'association donc des maires d'Île-de-France, avec là encore, même si vous êtes peut-être habitué, un score qui est tout à fait honorable, puisque vous avez été élu à 91% donc des voix. Vous êtes le premier maire de Grande Couronne donc à être président de cette structure. Et on rappelle, puisque je vous rappelais plutôt vos scores électoraux lors de l'élection municipale, donc le 23 mars dernier, vous aviez été élu au premier tour avec plus de 80% des voix. Oui, c'est à la fois flatteur quand on est réélu avec un tel score, puisque c'est une marque de confiance, mais vous savez, à chaque fois, plus le score est grand, plus la responsabilité est lourde. L'attente des Français, l'attente de nos concitoyens, l'attente des Courcouronnais en particulier sur une élection municipale est chaque année de plus en plus grande, les difficultés sociales s'accumulent, et donc par conséquent, la responsabilité va avec le score. Donc pas question de s'enorgueillir ou de s'endormir sur ses lauriers, il y a plutôt plus de travail que moins. Et alors, l'association des maires d'Île-de-France, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est cette association, quels sont ses objectifs, ses missions ? Écoutez, c'est une association assez ancienne, sans doute l'association d'élus la plus influente d'Île-de-France, puisque sur les 1280 communes que compte notre région, nous avons 1110 maires adhérents. Bien parler dans votre micro, par contre. Nous avons 1110 maires adhérents. Donc autant dire une association qui pèse et qui est surtout particulièrement représentative des différences notables, notamment urbaines, rurbaines ou carrément rurales, que nous avons sur la région. Donc c'est une association de lobbying, c'est une association qui consiste à porter la voix des élus. Prenons un exemple très très simple, nous avons des associations départementales d'élus qui font un travail colossal. J'en profite pour saluer mon ami Jean-Raymond Hugonnet sur l'Essonne. Nous avons Paris Métropole sur ce que l'on appelle l'aire urbaine en région Île-de-France, mais il n'y a pas d'association en dehors de la nôtre capable de mettre autour de la table tous les élus de toutes les franges, de toutes les zones urbaines très denses, les élus très importants et les élus de communes de taille moyenne ou petite autour de la table. Donc le positionnement d'association est évidemment important. La mobilisation au moment de l'élection et l'attente qui vont avec sont d'ailleurs très grandes. Ça représente combien de villes ? 1110 adhérentes aujourd'hui, c'est-à-dire l'immense majorité des communes d'Île-de-France, quelle qu'en soit leur taille, puisque ça va de villages en Seine-et-Marne à moins de 30 habitants à la ville de Paris. Donc la représentativité est véritablement très large. Dans notre rôle puisqu'on le dit toujours, quand on fait une émission politique, on doit jouer le rôle de contradicteur public. Alors bien évidemment, avec des scores comme ça, on cherche quand même des éventuelles oppositions, entre guillemets. Et il y en a un qui fait partie de notre département,
qui s'oppose à vous et s'oppose aussi à votre élection. Ah oui. On va parler donc de François Pelletan, donc maire de Linas, qui avait annoncé lors de votre élection qu'il allait faire un recours contre votre élection. Écoutez, d'abord, pour commencer, on ne parle pas d'opposition dans notre association représentative d'élus. Ce sont des associations qui sont pluralistes, c'est le cas à l'AMIF, c'est le cas à l'association à l'Union des maires de l'Essonne, c'est le cas à l'association des maires de France, dorénavant présidée par François Barin, donc il n'y a pas d'opposition. D'ailleurs, la candidate qui s'était opposée à moi et qui a fait un peu moins de 10%, maire de Bondy, est aujourd'hui secrétaire générale de l'AMIF, donc ça ne marche pas comme ça. Le cas de François Pelletan est un cas tout à fait à part. Je fais attention à ce que je dis parce que sur le dos des habitants de sa commune, il fait des procès à la terre entière, donc à chaque fois qu'il y a une virgule mal placée, il nous met au tribunal. Il ne gagne pas beaucoup, mais enfin, il le fait quand même, et comme il le fait sur le dos de l'argent public, essayant de faire des économies. En tout état de cause, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'a pas attaqué mon élection. D'ailleurs, il n'est pas fondé à le faire, puisqu'il a été exclu avec sa commune de la MIF il y a déjà quelques années, qu'il nous a attaqué au tribunal, et que le tribunal nous a donné raison. Donc il n'y a pas de sujet Pelletan. Je sais que la presse, surtout en Essonne, forcément, en parle assez régulièrement, parce que il nous fait régulièrement des communiqués de presse, mais enfin, c'est un non-sujet. Il n'est pas important, il n'existe pas dans le paysage, il ne pèse pas. Voilà, donc essayons de gagner du temps et de parler des choses qui sont plus importantes. Comment vous expliquez justement que vous êtes le premier maire de Grande Couronne à être dans une instance telle que la MIF? Oh, pas dans l'instance. Moi, je suis vice-président de la MIF depuis quasiment 10 ans. Parce que le contexte institutionnel a profondément muté ces dernières années. Il y a la question du Grand Paris qui s'impose maintenant à nous. Alors, le Grand Paris, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, d'ailleurs, parce qu'on a des échelles de territoire qui sont très différentes, surtout vu de la grande banlieue. Il y a la question de Paris Métropole, ce syndicat mixte que nous avons créé avec les élus il y a quelques années pour réfléchir. Et puis, il y a la métropole du Grand Paris, celle qui est définie par la loi et qui ne concerne aujourd'hui que 124 communes, c'est-à-dire Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Et dans ce contexte-là, il était important, c'est un peu l'accord que nous avons passé avec les maires de Petite Couronne, que la représentation de la MIF soit un petit peu excentrée et que la voix des maires de Grande Couronne, qui sont ultra majoritaires, ils ne le sont pas forcément en habitants, puisque grosso modo, on est à moitié-moitié habitants entre Paris, Petite Couronne et la Grande Couronne. Donc on a beaucoup plus de maires, mais de communes beaucoup moins importantes et donc moins influentes en Grande Couronne. Il est donc apparu important que dorénavant elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse permettre le débat, se mettre, ce que je disais tout à l'heure, c'est important, autour de la table entre Grande Couronne, Petite Couronne, pour qu'on ne s'oppose pas. On a tendance à répéter assez régulièrement qu'il n'y aura pas de Grand Paris sans Grande Couronne, donc on n'est pas là pour être contre Paris, on n'est pas non plus là pour être complètement à côté de Paris, on est là pour avoir des vies, de bassins de vie dans l'ensemble des territoires de la région Île-de-France, mais on est aussi là pour travailler avec Paris. Donc dans ce contexte-là, une candidature de Grande Couronne était plutôt opportune. Justement, dans les mutations qui, dans les années à venir, au niveau des municipalités et des rôles des maires, on parle bien sûr de la réforme territoriale et aussi des fusions. Donc, vous connaissez le projet, donc en ce qui concerne le mastodonte dont on parle, de la communauté d'agglomération qui regrouperait notamment le Val d'Orge, Évry et autres. Et là, il y a quand même une opposition forte par rapport à ce projet. Oui, enfin... notamment mené avec Olivier Léonard, puisqu'on est au niveau du Val d'Orge. Ça tombe assez bien, puisque dans mon agenda, je rencontre le préfet de région d'Aubigny cet après-midi à Paris pour évoquer ces questions d'une intercommunalité réformée à compter du 1er janvier 2016, c'est-à-dire maintenant, dans moins d'un an. Il y a en effet sur la carte dessinée par ce préfet au mois d'août dernier des mastodontes. Alors on parle de la nôtre, parce que comme c'est Évry, parce que comme c'est le territoire de Manuel Valls, c'est parce que comme la fronde organisée par Olivier Léonard est assez bruyante et donc visible. Mais enfin, on pourrait aussi parler de celle de Massy qui est dessinée pour 850 000 habitants. Donc il y a des mastodontes qui vont bien plus loin que ce que préconise la loi, puisque je rappelle que la loi impose des territoires d'agglomération sur notre secteur d'une taille minimum de 200 000 habitants à compter de janvier l'année prochaine, et que la carte dessinée par le préfet nous amène plutôt à des intercommunalités de 500 à 800 000 habitants. Après, je vais vous dire, soyons lucides, nous sommes dans une phase de concertation. Le projet du préfet a été rejeté à 74% à l'échelle régionale, à 80% par les élus du dit territoire, de ce que Olivier Léonard appelle le Grand Évry.
Je ne crois pas qu'on aura le territoire qui a été prédestiné. Voilà, nous aurons sans doute des territoires qui seront, à mon avis, autour de 300-350 000 habitants, ce qui est une taille beaucoup plus raisonnable, qui correspond davantage à ce que nous attendions, avec, après, c'est évidemment important, le fait que nous n'ayons pas tous la même culture intercommunale. Je veux dire, mais est-ce que vous comprenez quand même les réticences ? Oui, je les comprends, je les accepte pas toujours, mais je peux les comprendre. Vous savez, le territoire du Val d'Or, c'est un territoire complexe. Ce sont des élus qui se sont rapprochés, je dirais, volontairement, ce qui est déjà un pas important pour gérer des services de proximité. Ils ont donc une culture de la proximité sur un territoire qui n'est pas en soi un véritable bassin d'habitat, puisque en réalité, ces centres d'intérêt sont au nord et au sud, et donc on aurait plutôt tendance à couper le Val d'Orge en deux. Mais c'est vrai que par rapport à une culture d'aménageur, qui est celle de l'ex-ville nouvelle, dont je suis un des représentants, nous n'avons pas aujourd'hui les mêmes cultures. Donc de ce point de vue-là, je peux comprendre l'opposition. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on a une métropole du Grand Paris qui est en train de se créer à quelques kilomètres d'ici, avec 6 millions d'habitants, 80% de la richesse régionale, si nous restons des petits territoires à 100 ou 120 000 habitants, nous n'existerons pas. Enfin, je rappelle quand même que nous n'avons pas eu un projet de transport issu d'un accord région, État, département qui est sorti en Essonne depuis quasiment 30 ans. Je parle éventuellement, je mets de côté l'arrivée très modeste du T7 au nord de la région. Donc voilà, donc on n'est pas suffisant en taille pour peser face aux mastodontes que sont la région, que va être la métropole du Grand Paris, qu'est le STIF sur la question des transports. Et donc je pense que se regrouper est une nécessité. Après, il faut être cohérent dans le regroupement. Et force est de constater, et ça je partage l'avis d'Olivier Léonard, que le territoire prédessiné par le préfet de région n'est pas satisfaisant en soi. Quel est franchement le lien commun entre Arpajon d'un côté et Comblaville de l'autre ? Il y a 40 km entre les deux, 3 heures de transport en commun entre les deux, aucun centre d'intérêt commun entre les deux. Donc il faut revoir ce schéma. Je pense que c'est le travail qui va être le nôtre et celui du préfet jusqu'au mois de mai prochain, puisque c'est là que nous aurons à nouveau à délibérer dans nos communes sur ces territoires. Et vous verrez que les cartes sur lesquelles nous délibérons en mai, à mon avis, seront très loin de celles que l'on nous a présentées pour l'instant. Donc, réponse dans les prochains mois et voire prochaines années. Vous êtes aussi particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Oui. Et, comme vous d'ailleurs. Comme nous, et d'ailleurs, là aussi, quand on a réfléchi aux premiers invités qu'on voulait pour... voilà, vous avez accepté le défi qui avait été lancé par Effervescent, l'Ice Bucket Challenge. Donc, oui, c'est vrai, c'est à cause de vous que j'avais pris un seau de glaçon sur la tête, c'est vrai. Donc vous avez accepté. Est-ce que justement... À l'issue d'un jogging d'ailleurs, j'avais très chaud et du coup ça a fait très froid d'un coup. Est-ce que justement les réseaux sociaux peuvent pas être, justement, on l'a vu avec au niveau du gouvernement, une arme à double tranchant pour les élus ? J'en sais rien, sans doute pour les élus nationaux, sans doute pour celles et ceux qui polémiquent, sans doute pour celles et ceux qui vont un petit peu trop vite. C'est vrai qu'on cite souvent l'exemple de Nadine Morano, par exemple. Qui est dans votre famille politique ? Oui, qui est dans le même parti politique que moi, en effet. Je ne sais pas ce que famille politique veut dire aujourd'hui, c'est un autre débat. Je rappelle que les partis politiques représentent 0,5% du corps électoral et que le spectre politique de l'UMP ou du PS est quand même aujourd'hui très très large. Donc je ne sais pas si on peut réellement parler de famille de ce point de vue-là. D'ailleurs, un changement de nom avec le mot rassemblement, pour le coup, me paraît plutôt de bonne loi, puisque c'est plutôt un rassemblement de famille à mon sens. Mais enfin, là n'est pas le sujet. Moi, je trouve un intérêt énorme aux réseaux sociaux. Vous savez, sur mon Facebook, par exemple, j'ai 5000 amis. Sur ces 5000 amis, j'ai 4000 Courcouronais. Sur ces 4000 Courcouronais, j'ai 600 jeunes des quartiers populaires de Courcouronne. Ça veut dire que je touche chaque matin, sur mon agenda, sur les positions qui sont les miennes, des Courcouronais qui sont, comme la masse des Français, complètement désintéressés de la politique, loin des intérêts d'un homme politique. Et petit à petit, à travers les réseaux sociaux, on arrive à retisser du lien. Et un lien qu'on ne tisse pas par le média habituel, qui déforme de toute façon la parole de l'élu. Enfin, je veux dire, je fais énormément de formations pour expliquer ce que font les élus, et à chaque fois on me dit « c'est génial, pourquoi vous dites pas ça à la télé ?» Parce que quand on passe à la télé, on a 20 secondes pour s'exprimer. Quand je suis sur mon réseau Facebook, j'ai toute
toute l'année pour m'exprimer. Je suis en contact direct avec les habitants. Il y avait par exemple une habitante dimanche après-midi, hors astreinte, alors que tout est fermé, qu'il n'y avait plus de chauffage chez elle au canal. Elle a envoyé un message privé sur le Facebook du maire et elle a eu une intervention 2 heures après. Son chauffage a été rétabli dimanche soir. S'il n'y a pas les réseaux sociaux, son chauffage il est rétabli lundi midi. C'est pas la même chose. Donc je veux dire, ça peut être, quand c'est bien utilisé, un outil de proximité, un outil de redéveloppement de la chose politique, un outil de réhabilitation aussi de l'action publique. Voilà, il faut juste savoir bien l'utiliser. Vous parliez tout à l'heure de famille politique, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette interview. Quel avis vous avez par rapport à justement l'élection de Nicolas Sarkozy en tant que président de l'UMP, sachant d'ailleurs que vous aviez annoncé que vous souteniez Bruno Le Maire? Écoutez, moi, j'ai pas d'avis à avoir. Je suis dans une. C'est votre famille, donc. Oui, vous avez... voilà, mais j'ai pas d'avis à avoir. Je suis dans une famille politique, donc j'accepte la règle et les statuts. Il y a eu démocratiquement une élection qui a été, quoi qu'on en dise, très largement gagnée par Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy est aujourd'hui officiellement et légitimement le patron de ma famille politique. Moi, j'ai soutenu Bruno, qui est un ami, que je continuerai de soutenir parce que pour moi, il incarne une forme de renouveau. Voilà, donc c'est simple, on peut parfaitement allier les deux. Je le disais tout à l'heure, hein, l'UMP, mais comme le PS, c'est aussi ça qui génère le désamour des Français. On a des spectres politiques aujourd'hui qui sont tellement larges, qui sont devenus illisibles. Et donc, à l'intérieur de ma famille politique, j'essaye d'incarner très modestement une droite sociale qui fait que, même si ça peut paraître un paradoxe pour certains, j'arrive à être réélu pour la 3e fois à Courcouronnes avec 81% dans une ville qui vote d'habitude à gauche à 70%. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et incarner le renouveau, c'est aussi être capable de faire preuve de pragmatisme et de démontrer qu'on peut être de droite en ayant une vision sociale très très appuyée, une vision de la justice, une vision de l'équité qui soit très forte. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc je reste dans cette famille, mais rien ne m'empêche dans cette famille d'essayer de faire bouger les lignes et de lutter contre celles et ceux qui sont plus à droite que moi. Voilà. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs quitter votre famille politique si la ligne... Moi, j'ai certaines lignes jaunes à ne pas dépasser. Je veux dire, le moindre accord officiel, par exemple, avec l'extrême droite, me fera quitter le mouvement dans la journée. Donc, oui, ça n'est pas mon souhait. Je préfère être à l'intérieur et refonder à l'intérieur, peser, quitte à m'engueuler avec certains de mes copains, quitte à ce que parfois mes prises de position gênent, mais en même temps, moi j'assume. L'éducation, l'accompagnement de nos familles dans les quartiers populaires, sur lesquels la droite est quand même pas suffisamment représentée, sont pour moi des objectifs majeurs que j'entends faire entendre au sein même de ma famille. Donc je préfère y rester, me battre à l'intérieur, qu'être à l'extérieur et ne servir à rien. Vous parliez de renouveau donc au niveau politique et politique nationale. Est-ce que justement, vous n'avez pas d'autres ambitions, puisque vous êtes encore jeune? Oui, enfin, vous savez, la jeunesse, ça ne veut pas dire grand-chose. J'en suis déjà à mon Au niveau des élus, on va dire. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut se comparer. À la fin de ce mandat en cours, j'aurai 19 ans de mandat. J'ai été élu à 28 ans et j'ai d'ores et déjà annoncé à mes habitants que je ne me représenterai pas à la mairie de Courcouronnes en 2020. Et je crois qu'il faut savoir passer à autre chose. Le mandat que j'exerce, la façon dont je l'exerce est particulièrement chronophage, usante, je crois qu'il faut être capable de le dire. Après 20 ans de mandat, je crois être aussi doté d'une expérience qui peut me permettre de faire autre chose. Est-ce que ce sera de la politique? Est-ce que ce sera de la politique à une échelle plus nationale? Ou est-ce que ce sera une autre carrière à embrasser dans le privé? Très honnêtement, aujourd'hui, je ne le sais pas. Je me donne jusqu'à 2017 pour trancher cette question très personnelle, que j'ai à trancher d'abord avec ma famille et ma femme en premier lieu. Et après, on verra. Voilà, aujourd'hui, mon engagement est total. Je suis président d'une association d'élus régionale particulièrement importante, visible d'ailleurs. Voilà, je vais faire ces missions-là et à l'issue de ces missions-là, on verra si à la fois ça m'ouvre des horizons, à la fois si j'en ai envie et si j'en ai acquis la légitimité. Donc là aussi, on vous l'avait annoncé, dernier mandat. Dernière question, puisque on arrive déjà à 9h. Quel regard vous avez par rapport à justement la politique d'une manière générale sur le plan national ? Moi je passe ma vie à essayer de réhabiliter l'action publique et les hommes politiques. J'ai tendance à dire à tous les gens que je croise, d'abord, on est un pays qui est assez ambivalent, voire schizophrène. On adore la politique en réalité en France.
On dit qu'on n'aime pas ces politiques, mais en fait, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez les politiques? On n'aime pas la 10 ou quinzaine de guignols qu'on voit souvent à la télé, de gauche comme de droite, qui ont été condamnés plusieurs fois. On oublie que la France, ce sont 512 000 élus, 90% d'élus qui sont des bénévoles. Rappelez-vous comment nous faisons une liste aux élections municipales. On va chercher des présidents d'associations, on va chercher des représentants de parents d'élèves, on va chercher des représentants de syndics de copropriété, bref, des gens qui font la vie et le lien social de ce pays. C'est ça la politique. Donc moi je regarde. Pareil à tous les échelons. Oui, non, mais c'est principalement ça. C'est principalement ça la démocratie de ce pays. On a par exemple une vision. Tiens, si je vous pose la question à vous, il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Combien vous en connaissez ? Combien vous en connaissez ? Très très peu finalement. Vous oubliez que à l'Assemblée nationale, vous avez énormément d'élus ruraux qui représentent des territoires et qui sont bien loin des petites bagarres ou tambouilles que l'on regarde à la télé. Donc moi, je crois énormément en la chose publique, je crois énormément en l'engagement politique et je crois qu'il serait temps qu'on comprenne bien qu'il y a bien plus de gens qui sont engagés avec des convictions fortes, avec la volonté d'aider son prochain, avec la volonté de porter l'intérêt général, que les stigmatisations dont on est victime avec cette espèce d'appellation, de qualificatif qu'on nous donne souvent dans les médias, ce fameux les politiques. Ça veut rien dire, les politiques, voilà. Donc, mais sur la politique nationale, sur ce qui se passe... Sur la politique nationale, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la dichotomie qu'il y a entre des partis politiques qui, en réalité, ne pèsent plus rien du point de vue de la représentativité. Enfin, 0,5% des adhérents politiques sur l'ensemble du corps électoral. C'est-à-dire que vous avez 300 000 ou 400 000 adhérents dans des partis politiques en France pour 40 millions d'électeurs. Et pourtant, ce sont ces partis politiques qui organisent la vie publique, qui pèse. Tant qu'on ne sera pas capable d'aller un tout petit peu décliver et casser ces logiques-là, je pense qu'on n'y arrivera pas. Enfin, je veux dire, si je fais le score que je fais à Courcouronnes, c'est parce qu'en tant que maire, on ne se pose plus la question de savoir si je suis de gauche ou de droite. On se pose la question de savoir si je suis juste ou pas juste. Le mot de la fin ? Eh ben, bonne année. Plein de bonnes choses. Merci Stéphane Baudet, il est 9h02, donc on arrive à l'issue de cette émission. Dernière chanson donc, pour terminer donc, The Rising Tide. Et vous retrouverez donc demain à 20h Isa donc, pour l'album Découverte Isa qui revient sur Effervescent. Vous en savez plus qu'hier mais moins que demain. Passez une excellente journée à tous.